pour ce webinaire organisé par ReFashion. Vous étiez nombreux à être inscrits ce matin. Bienvenue. Merci de vous dédier un peu de temps autour de l'éco-conception pour vous inspirer, pour vous outiller. Installez-vous, le compteur grimpe petit à petit. Vous êtes déjà plus d'une centaine de personnes de connectées, donc on va de suite commencer à 9h31. Nous serons à l'heure. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception. Webinaire ayant pour titre l'analyse du cycle de vie, étude de cas. Donc on est ensemble ce matin pour 1h15 dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception. Alors les rendez-vous de l'éco-conception, c'est un cycle organisé par ReFashion qui prend différentes formes, parfois la forme de webinaire de sensibilisation comme aujourd'hui, d'autres fois d'ateliers d'accompagnement, parfois de temps de rencontre ou de programmes d'accompagnement sur plusieurs ateliers. Et aujourd'hui, on avait envie de traiter le sujet de la mesure et plus particulièrement de l'analyse du cycle de vie. Donc, c'était un sujet qui revient, je pense, à chaque rendez-vous de l'éco-conception que l'on mène depuis 1 an et demi, 2 ans, enfin, voire même 2 ans, 2 ans et demi, même maintenant. De comprendre où sont les impacts environnementaux de vos différents produits et du coup, de pouvoir mieux éco-concevoir vos produits. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui permet de faire ça. Je voulais vous rappeler qu'en décembre 2021, on avait déjà fait un webinaire sur ce sujet qui était assez théorique sur la définition de l'analyse du cycle de vie, les outils existants. D'ailleurs, on avait parlé d'analyse du cycle de vie, mais de d'autres outils. C'est un webinaire qu'on avait fait avec le pôle éco-conception. Et donc aujourd'hui, on voulait vous proposer un webinaire qui est plus opérationnel. Écoutez le témoignage d'une structure qui a mis en place une démarche de mesure d'impact en interne. Et donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Steve Duhamel, qui vient de chez Lacoste, qui est Environmental Footprint Manager. Steve, si tu veux juste saluer. Oui, bonjour, merci pour l'accueil et l'invitation. Ravi de partager cette heure avec vous pour vous expliquer tout ce qu'on fait, comment on le fait et répondre à vos questions. Merci beaucoup, Steve. Et cette heure va être animée par Clotilde Champetier de Auré, qui nous aide à animer chez ReFashion les rendez-vous de l'éco-conception, et comme je disais, depuis plus de 2 ans. Bonjour à tous. Donc voilà, donc nous sommes ensemble pour 1h15 de webinaire. Le webinaire est enregistré, ce qui veut dire qu'il y aura un replay. Donc si jamais vous manquez des éléments, soyez patients, il sera disponible quelques semaines après le webinaire, mais il y en aura bien un. On vous invite à poser vos questions dans l'espace Q et R plutôt que dans le chat. Effectivement, l'espace Q et R nous permet de mieux traiter les questions entrantes. Vous pouvez les commenter et voter en faveur des questions des autres participants, ce qui nous permet pour nous de traiter les plus prioritaires. Il y a une petite présentation très succincte, il n'y a pas énormément de slides, mais on pourra vous l'envoyer par mail puisque je sais que la question revient à chaque fois. Il y aura donc un temps de questions-réponses assez conséquent à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à inscrire vos questions dans l'espace Q et R et nous prendrons le temps de les traiter. Voilà, je laisse la main à Clotilde et à Steve pour nous parler de l'analyse du cycle de vie. Merci beaucoup, Adèle. Et merci, Steve, d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très content de te recevoir. Je rappelle simplement que donc, au-delà de ton titre, tu accompagnes la démarche d'analyse de cycle de vie et donc plus globalement, et on va le voir ensemble, d'impact environnemental des produits chez Lacoste depuis maintenant quelques années. Et donc, pour commencer, on voudrait juste, on se doute qu'un certain nombre de participants connaissent Lacoste, mais rappeler un petit portrait robot. Déjà, quelle typologie de produits vous vendez chez Lacoste? Oui, succinctement, Lacoste, on est une marque qui est très présente dans l'habillement, mais aussi dans la chaussure, la maroquinerie. On a aussi des licences dans le parfum, le linge de maison,
les montres, la joaillerie aussi maintenant. Donc, on est une marque avec un rayonnement produit assez diversifié. Ok, merci. En termes de cible, Ouais, voilà. Là aussi, la cible, elle est assez large, parce que ça va du très classique avec les polos, une population de golfeurs, de joueurs du tennis, en passant par du casual et allant même jusqu'au streetwear. Par exemple, Lacoste est sponsor de l'équipe France de hip-hop pour les Jeux 2024. Donc, c'est vous dire le rayonnement très large. ok. Merci beaucoup. En termes de... alors ça, c'est important parce que ça explique souvent toute la suite de la discussion. Ça éclaire. Où est-ce que vous vous situez dans la chaîne de valeur des produits que vous vendez? Ouais. Alors, nous, les produits sont conçus, développés en centrale par notre bureau de style à Paris. La distribution, elle est gérée dans notre propre réseau. On a un réseau de boutiques qui est réparti un peu partout dans le monde. Et on a aussi une gestion décentralisée du parc industriel de nos fournisseurs avec 3 plateformes de fabrication, une pour Euromed, une pour l'Asie et une pour la zone Amérique. Et on a aussi nos propres usines de fabrication, notamment à Troyes et au Japon aussi également. Ok, donc merci beaucoup. Comme Adèle le rappelait en début, on a déjà fait un webinaire sur l'analyse du cycle de vie. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas participé à ce webinaire et qui sont vraiment novices sur ce sujet, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots en quoi ça consiste une analyse du cycle de vie? Oui, bien sûr. Alors je vais le dire avec mes mots à moi, hein, une analyse du cycle de vie, une ACV, c'est un travail de modélisation. On crée un modèle mathématique qui va nous permettre d'évaluer, d'apprécier les impacts potentiels des activités humaines sur l'environnement. Donc, la logique de la méthode, le principe de la méthode, c'est d'avoir un découpage par étape du cycle de vie, de quantifier les flux de matière et d'énergie qui vont rentrer dans ce système à chacune de ces étapes, et en passant par des bases de données, de modéliser, de quantifier tous les flux sortants, tous les rejets qu'on va avoir sur l'environnement et d'y associer un certain nombre d'impacts sur l'environnement. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble qui nous permette après de faire des zooms pour agir là où on va réduire le plus significativement notre empreinte écologique. Ok. Juste, est-ce que tu peux préciser ce que c'est les étapes du cycle, enfin les étapes du cycle de vie, juste de dire de où ça va jusqu'où ça va? Oui, alors dans l'univers qui est le nôtre, hein, parce que c'est Ouais. propre à chaque secteur d'activité. Alors, il y a déjà la production des fibres, hein, donc c'est parfois des filières agricoles quand il s'agit des matières naturelles comme les fibres animales, comme le coton, comme le lin. Parfois, c'est des étapes qui sont plus chimiques dès lors qu'on est sur des matières synthétiques, qu'on va fabriquer des fibres telles que le polyester. Ensuite, il y a l'étape de filature. Une fois qu'on a récupéré des fils, on va fabriquer des fils. Une fois qu'on aura notre fil, ça va être soit du tricotage, soit du tissage, soit du non-tissé même, selon l'univers, selon le type de matériau qu'on veut fabriquer. Et puis après, il va y avoir les étapes de teinture, de finition et de confection. Voilà, donc là, on aura notre produit fini, sachant que il y a jamais qu'une seule réalité dans notre monde. Parfois, on fait la teinture sur le fil et pas sur la matière, parfois l'effet sur le produit fini. Enfin bon, après, il y a quand même plein de schémas différents qui sont possibles. Donc, une fois qu'on a notre produit fini, on va passer par les étapes de conditionnement, de distribution, d'utilisation aussi par le client. Et puis un jour, qu'on espère le plus loin possible, la fin de vie du produit avec son éventuel recyclage, sa réutilisation. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'ai fait préciser juste parce que vraiment, quand on dit analyse du cycle de vie de bout en bout, on parle vraiment du moment où on extrait la matière au moment où, le plus loin possible, on l'espère, il est recyclé. Bon, donc du coup, là, l'objectif de la discussion, ça va vraiment être de comprendre comment vous avez déployé la démarche de mesure d'impact, vous, chez Lacoste, quelles implications ça a eu pour la structure,
mais aussi pour vos différentes parties prenantes. Au tout début de cette démarche, enfin, ou en tout cas un moment important pour entamer cette démarche, c'était un engagement qui a été pris par Lacoste en 2020. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc en 2020, on a, comme on fait assez régulièrement, remis à plat la stratégie de développement durable de Lacoste. Et donc, on a refait une mesure de notre empreinte carbone la plus étendue possible, puisqu'on avait couvert les trois scopes. Et on a fait ça dans le cadre d'une initiative internationale qui s'appelle le SBTI, qui pousse certaines entreprises, enfin des entreprises qui le souhaitent en fait, à s'engager dans une trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en faisant valider cette trajectoire et l'atteinte des objectifs qui s'est fixés par une tierce partie. Donc c'est quelque chose d'assez engageant puisque il faut postuler, il faut démontrer sa capacité à arriver avec des objectifs suffisamment ambitieux. Et on sait qu'on va être suivi dans le temps sur ces questions-là, sur ce sujet-là. Donc l'ambition, alors premièrement, donc les enseignements sans grande surprise, c'est qu'évidemment pour une entreprise de notre secteur, l'essentiel de ses émissions carbone, elle est dans son scope 3, donc c'est-à-dire son périmètre indirect, ce qui se passe chez nos fournisseurs. L'empreinte carbone de Lacoste, c'est essentiellement l'empreinte carbone de ses fournisseurs et de sa chaîne de valeur par extension. Donc, les fournisseurs, mais aussi leurs sous-traitants, les sous-traitants des sous-traitants, etc., etc. Même si nous, on a aussi des sites en propre, donc sur le scope 1 et 2, on a aussi des choses à faire. Donc, l'engagement qu'on a pris, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% par produit vendu à l'horizon 2030. C'est un engagement assez ambitieux et qui est appuyé aussi sur le fait qu'on prévoit des objectifs de croissance chez Lacoste. Et donc, pour découpler finalement l'augmentation du chiffre d'affaires de la société des émissions de gaz à effet de serre, il faut atteindre cet objectif de moins de 40% sur la partie carbone. Alors pourquoi je parle du carbone et je parle des scopes 1, 2, 3 qui ne sont pas tout à fait la méthode de l'ACV? Tout simplement parce que si on veut réduire efficacement l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone de sa chaîne de valeur, il faut raisonner par ligne de produit, il faut raisonner par fournisseur, il faut raisonner par étape du cycle de vie. Et c'est là où la méthode ACV est apparue pour nous comme l'outil le plus adapté pour aller monitorer, challenger ce fameux scope 3 de manière opérationnelle et pas simplement finalement constater que l'essentiel des émissions ne se passait pas chez nous. Non, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir nous y attaquer. Et là, l'ACV est bien adapté pour ça. Ok, super. Et donc donc vous avez pris cet engagement, vous vous êtes dit que il fallait fallait utiliser l'ACV. Ensuite, vous avez dû choisir un outil. Alors, avant l'outil, la méthode. Avant l'outil, il a fallu choisir la méthode parce que, comme j'ai dit, l'ACV, c'est une modélisation. Donc après, on est finalement assez libre de créer le modèle, notamment dès lors qu'on est sur des approches internes. On est assez libre de designer son modèle comme on veut. On peut faire une ACV qui ne couvre par exemple pas toutes les étapes du cycle de vie. On peut faire une ACV qui ne couvre pas non plus toutes les catégories d'impact. C'est de la modélisation. Donc tout dépend de la question qu'on se pose et finalement des objectifs qu'on s'est donnés. Donc, il a fallu choisir une méthode parce qu'il y a plusieurs options qui sont proposées, certaines approches privées, certaines plus publiques. Alors, nous, on a choisi de prendre celle qui nous paraissait être la plus harmonisée ou qui avait la vocation à être la plus harmonisée possible, étant donné qu'on a, comme je disais tout à l'heure, un parc fournisseur qui est quand même assez énorme, plus d'une centaine de fournisseurs. Et si on raisonne sur toutes les usines impliquées dans notre chaîne de valeur et qu'on remonte jusqu'à la filature, c'est presque un millier d'usines, donc, et réparties partout dans le monde, vraiment, sur les trois continents. Enfin, il y a plus que 3 continents, mais Américas, Asie, et puis la zone Euromède. C'est des zones où on fait fabriquer. Et on ne peut pas se permettre, compte tenu du volume de produits, de toutes les références qu'on a, parce que tous les 6 mois, il y a une nouvelle collection qui arrive, d'avoir quelque chose qui soit trop
trop éparses en termes de méthodologie. On est obligé d'avoir un cadre qui soit le plus commun possible pour pouvoir parler d'une même voix où qu'on se situe et quel que soit l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Donc, on a choisi du coup d'avancer sur la méthode européenne qui est en cours de construction et qui nous permet être la plus à même de proposer ce cadre harmonisé au niveau international. Une fois que ça a été fait, évidemment, après, il y avait la question de l'outil. Alors, les outils d'analyse de cycle de vie, il y en a plein, il y en a plein. Ils permettent pas tous de faire les mêmes choses. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a plusieurs, et en fonction de ce qu'on veut faire, on n'utilise pas forcément les mêmes. Là, on avait un objectif au démarrage vraiment d'industrialiser le calcul de notre empreinte environnementale de manière assez fréquente. Enfin, tous les 6 mois, ça vous paraît peut-être pas très fréquent, mais pour nous, vu qu'on a 6 000 références, ça nous paraît quand même assez intense. Et donc, il nous fallait un outil qui puisse permettre de faire ces calculs-là de façon rapide et fiable. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu voulais que je le cite ou que j'aille jusque-là. Alors, non, pas forcément. Enfin, tu peux, hein, si c'est juste le nom. Nous, on utilise l'outil GleanPath pour la partie produit. Ouais. Ok. Juste, il y a des petites questions qu'on peut traiter tout de suite, comme ça, Ouais. ça clarifiera. D'abord, il y a des questions sur l'objectif de 40%. Est-ce que c'est l'engagement de Lacoste est de réduire de 40% l'impact des gaz à effet de serre par produit chaque année? Non. 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 Là, ça aurait été très, très, très ambitieux. Non, c'est alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, c'est normal que la question arrive. Donc c'est moins 40% par produit vendu par rapport à la baseline de 2019. Donc c'est le point de référence auquel on se rattache pour pouvoir suivre année après année qu'on réduit bien notre empreinte environnementale. D'ici 2030. Oui, c'est ça. Et Entre avec un 2000 point de passage intermédiaire, je l'ai pas dit non plus, à 2025 qui est de moins 15%. C'est ça. Donc, Ouais. vous avez commencé en 2019 en vous fixant cet objectif de moins 40 en 2030. Et pour ça, vous avez un objectif intermédiaire, moins 15% en 2025, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Ok. Merci. Et vous vous êtes fait accompagner par un bureau d'études pour pouvoir sélectionner l'outil? Oui, C'est la il question. faut se caler. Ouais, alors oui. Alors avant d'être salarié Lacoste, j'étais consultant et il se trouve que c'est moi qui ai accompagné Lacoste sur cette mission. Mais oui, effectivement, on a fait un appel d'offres. On a établi un cahier des charges et on a mis en concurrence les différents prestataires qui proposaient des solutions sur ce sujet. En effet, oui. Ok, merci. Et juste, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'outil parce que ça n'a pas été bien entendu, il y a Ah, pas mal de pardon, l'outil, c'est GleanPact. GreenPact. Ok. On pourra mettre, je pense, le lien si besoin dans les supports suite à l'événement. Donc, vous avez eu votre outil et là, il vous restait un travail qui est à la fois fondamental, stratégique et opérationnellement complexe. C'est celui de la collecte des données pour alimenter cet outil. Quand on a préparé le webinaire ensemble, tu m'as dit l'outil, c'est une coquille vide. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça a créé comme questionnement Alors, quand j'ai dit coquille vide, ce que je voulais dire, c'est que c'est une calculatrice très puissante. Donc, c'est pas vide dans le sens où il y a quand même une puissance de calcul derrière qui permet de faire des choses très rapidement. Mais si on n'alimente pas cet outil, ma foi, voilà, il nous sert pas vraiment. Donc, il a fallu nous mettre en capacité d'aller collecter des données. Et c'est le sujet qu'on a pris, je pense pour ceux qui nous écoutent, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est le sujet qu'on a pris en dernier en fait. On a d'abord défini nos objectifs, choisi la méthode, trouvé l'outil. Donc après, c'est poser la question, OK, les données dont on a besoin. Mais en fait, je pense pour ceux qui se lancent maintenant, je leur conseille, moi, c'est de commencer par ça en fait. C'est la première étape. C'est d'aller comprendre les données qui concernent les différentes étapes du cycle de vie. Quelles sont ces données? Est-ce qu'elles sont disponibles en interne? Et alors, plus on va s'éloigner du produit, plus on va remonter dans la chaîne de valeur, plus
moins elles vont être disponibles en interne, ça c'est sûr. Donc ça aussi, c'est important de comprendre et de bien maîtriser sa chaîne de valeur. J'entends souvent dire que de ce point de vue-là, les grandes entreprises seraient avantagées par rapport aux petites entreprises. C'est pas du tout vrai, hein. Il y a plein de petites boîtes qui sont en circuit super court. Pour elles, il n'y aura pas de difficulté à les remonter. Pour une entreprise comme Lacoste et d'autres qui font fabriquer partout, qui ont énormément de fournisseurs, en fait, c'est super compliqué. Donc, le premier travail, c'est d'identifier les données nécessaires pour faire une évaluation qu'on veut la plus précise, la plus juste possible. Du coup, là, c'est important, utile d'avoir une méthode, je reviens à la méthode, qui est claire de ce point de vue-là. Hein, on va bien vite comprendre quelles sont les données dont on a besoin pour faire notre évaluation. Donc, un référentiel clair, c'est important. Identifier toutes ces données. Regarder les données, est-ce qu'elles sont disponibles en interne ou pas. Et donc, dès lors qu'il va s'agir du produit, des matières premières qui le composent, du poids de ces différentes matières, pas que les matières aussi, tout ce qui est, on va dire, les fournitures, les trims, etc. Est-ce qu'on a ces informations? Si oui, c'est super. Les volumes de fabrication, où est-ce qu'ils sont situés dans notre écosystème informatique? Est-ce qu'on a l'identité de tous les fournisseurs qui les fabriquent pour notre compte ou pas? Est-ce qu'on a des informations liées à la performance environnementale de ces fournisseurs? Quels sont ceux qui ont la meilleure efficacité énergétique? Quels sont ceux qui utilisent un mix énergétique qui soit le plus décarboné possible? Énormément de questions qui se posent. Moi, j'ai souvent une image qui me vient sur la CV, c'est moi, je jouais beaucoup au Lego quand j'étais gamin. Donc, c'est des briques qu'on assemble. Voilà, c'est des briques qu'on assemble. Plus on a de briques, plus elles sont adaptées à notre modèle, plus à la fin, l'édifice qu'on va construire, il va être précis, il va être utile. Donc, c'est important d'avoir toutes ces briques. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait énormément d'informations disponibles en interne. Sauf que ces informations sont dispersées dans plein de systèmes. Le sourcing a une partie de l'information, l'équipe design a une partie de l'information, l'équipe qualité a une autre partie de l'information. Ces informations sont dans des systèmes informatiques qui n'ont pas été imaginés pour communiquer directement ensemble, parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas vraiment besoin. Ces systèmes informatiques ont été définis pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs au quotidien. Le design d'un côté, la qualité de l'autre, le sourcing de l'autre, etc. Donc, il y a eu un énorme travail qui est toujours en cours. Et ça, c'est peut-être le plus long, de remettre à plat nos différentes nomenclatures dans nos systèmes pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Voilà. Ça, c'est la première étape qui n'est pas encore complètement finie d'ailleurs. Et puis, ensuite, les données qu'on n'a pas. Il y a quand même plein de données qu'on n'a pas, notamment parfois des données techniques qui ne sont pas liées au design, qui sont vraiment liées à l'industrialisation des produits et aux différentes étapes qui vont avec. Celles-là, il n'y a pas le choix, il faut aller les demander à nos fournisseurs. Donc, il faut leur expliquer la méthode, il faut leur expliquer pourquoi on a besoin de ces infos qu'on ne leur a jamais demandé jusqu'à présent. Il faut les rapatrier, les injecter dans nos systèmes pour qu'ensuite on puisse faire merger, pardonnez l'anglicisme, je n'ai pas le mot en français, mais qu'on puisse les intégrer dans l'outil en fait. Voilà, c'est ça pour avoir un modèle qui soit le plus fin possible et qui remonte le plus loin possible dans notre chaîne de valeur. Ok, et donc tout ça, c'est, enfin, je vois qu'il y a des questions sur le nombre de références qui sont aujourd'hui évaluées. Est-ce que c'est les 6000 références de Lacoste qui sont évaluées? Oui, c'est ça, c'est toutes les références. Alors, c'est toutes les références habillement qui sont évaluées aujourd'hui à chaque collection, donc tous les 6 mois. On a pas mal de produits permanents, mais qu'on réévalue quand même à chaque saison, puisque parfois il peut y avoir des changements dans la chaîne de valeur. Il y a certains maillons qui peuvent changer, donc on refait une évaluation à cette occasion. Sur la partie chaussures, on est en phase d'intégration. On est en train de développer, on a fini de développer le référentiel, on a fini de chercher justement toutes les données, où est-ce qu'elles sont celles dont on a besoin, etc. Donc, on est en train de consolider tout ça pour pouvoir être en mesure de commencer une évaluation des produits chaussures aussi profonde, aussi exhaustive qu'on fait sur l'habillement.
Et puis, l'année prochaine, on va s'attaquer à une autre catégorie qui est super importante pour nous, qui est la maroquinerie. Ok, merci beaucoup. Alors, juste petit commentaire, les questions arrivent en masse. N'hésitez pas à noter avec un petit pouce les questions précédentes, ça nous aide à les regrouper, à voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, parce que voilà, ce sera plus facile. Merci beaucoup, Steve. On va poursuivre. Donc, vous avez fait ce gros travail là d'aller chercher les données que tu viens de nous décrire. Et puis, au bout d'un moment, vous avez finalement commencé à monitorer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler? Alors, il y a des choses qui ont changé, qui étaient prévues, et il y en a d'autres qui étaient imprévues. Alors, on va commencer par celle qui était prévue. Donc, collection après collection, on fait donc une évaluation de la collection précédente, ce qui nous permet premièrement de checker si par rapport à notre ambition à 2025, à 2030, si on est dans le bon tempo pour atteindre nos objectifs. Ensuite, ça nous permet d'identifier pour la collection qui arrive de nouvelles priorités d'action sur certaines catégories de produits sur lesquels on voit qu'il y a des choses à faire, ou certaines étapes de la chaîne de valeur, ou certaines matières premières qu'on utilise, dont on se dit que là, il y a aussi des alternatives, des leviers qui peuvent être actionnés pour la collection suivante. Donc ça, pour nous, c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir à la fois un œil dans le rétroviseur, et en même temps de regarder l'avenir et un avenir proche. Parce que les objectifs, quand ils sont très éloignés, alors 2025, ça se rapproche, mais 2030, c'est très loin. Si on n'a pas des jalons intermédiaires, en fait, on a du mal à avancer de manière efficace, en fait. Voilà, de manière efficace. Donc voilà, ça c'était ce qui était prévu. Ce qui était moins prévu, mais tout aussi positif pour nous, c'est que en interne, les métiers qui jusqu'à présent travaillaient un peu dans leur coin, si je puis dire. C'est-à-dire que la conception, le développement d'un produit, c'est un passage de relais, c'est un passage de témoin entre différents acteurs, et chacun à un moment donné est impliqué sur une phase clé et il passe la main au suivant. Donc le design, ensuite les équipes merchandising, ensuite les équipes liées à la fabrication, le sourcing, la distribution. Enfin voilà, c'est un passage et c'est rodé comme une horloge suisse, on pourrait dire, hein, parce que voilà, c'est un rythme de travail qui est hyper intense. Là, la méthode nous a obligés tous à un moment donné à nous poser et à regarder de manière transversale toute notre chaîne de valeur. En prenant conscience aussi qu'il n'y avait aucun service, aucun métier qui avait une vérité unique, que c'était finalement la somme, la confrontation de toutes ces vérités qui faisait qu'à la fin, on avait une vision fiable de l'empreinte environnementale de notre activité, et finalement la plus à même de la challenger, de la réduire. Et les leviers d'action, ils sont très diversifiés. Il y en a 3 majeurs, pour résumer un petit peu. Hein. Donc, il y a évidemment les modes de production liés aux matières premières qu'on utilise, qui constituent une partie très significative de notre empreinte environnementale. Il y a aussi la consommation d'énergie tout au long de notre chaîne de valeur, et énergie sous toutes ses formes, tantôt de la chaleur, tantôt de l'électricité, qui peut être produite de plein de manières différentes. Et il y a aussi la durabilité de nos produits. Donc, autant de sujets, si on les prenait un par un, je pense qu'on serait beaucoup moins efficace qu'aujourd'hui, où on les prend dans leurs ensembles. Et ce cadre commun que permet l'ACV nous permet de les aborder tous ensemble. Et il y a certaines familles de produits où on va plutôt actionner un levier qu'un autre. Ça aussi, pour nous, c'est utile parce que ça nous permet d'être efficace, en fait. Voilà, ça nous permet d'être efficace dans notre action. Ok, donc merci beaucoup. Donc juste pour revenir sur la partie, c'est très intéressant là ce que tu partages sur le fait que finalement la démarche d'analyse de cycle de vie, elle vous a permis de complètement décloisonner vos modes de fonctionnement à un certain niveau.
Il y a des équipes qui sont particulièrement concernées par cette transformation. D'abord, il y a je reformule un peu ce que tu as dit. Il y a d'une part les équipes produits qui, à chaque collection, vous leur présentez le bilan environnemental, c'est ça? Pour Oui, pouvoir voir quelles sont les pistes d'action oui. pour la suite. Ensuite, il y a des équipes, enfin, quand on a préparé la discussion, tu me disais aussi qu'il y avait des équipes que tu n'avais pas forcément identifiées, par exemple la R&D, qui était très en demande. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un mot? Oui, Enfin, oui, oui, tu fais bien tu fais bien de les mentionner. En fait, la R&D, c'est encore une cible particulière, puisque eux, ils imaginent le Lacoste dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ce qui leur est demandé, c'est de trouver des, des matières, mais pas que des matières, c'est aussi des procédés industriels nouveaux, innovants, qui vont apporter plus de fonctionnalités, plus de valeur finalement, tout simplement pour les produits. Euh, et, euh, et eux aussi sont arrivés avec énormément de questions, énormément de demandes qui rentraient pas tout à fait dans les cases qu'on avait prévues au départ. Puisque, donc, ce que je vous ai dit, nous, on était dans une logique d'industrialisation de la CV. Donc, ça veut dire avoir un template très formaté avec des cases à remplir. Et puis, voilà, une fois qu'on a rempli les cases, après, l'évaluation se fait. Mais par définition, la R&D, ce qu'on lui demande, c'est d'être hors des cases. Voilà, c'est d'être hors des cases. Sinon, ça n'a nettement moins d'intérêt. Donc, il a fallu aussi imaginer des choses sur mesure pour répondre aux questionnements de la R&D. Et c'est là où je disais tout à l'heure en introduction qu'on n'avait aujourd'hui pas qu'un seul outil, donc on a aussi d'autres outils liés à l'ACV qui nous permettent, donc tantôt, comme je l'ai expliqué, de faire quelque chose de très macro, très industrialisé, tantôt d'aller vraiment dans le détail, de faire un zoom sur un fil, un procédé de filature, un titrage particulier, une composition particulière pour répondre aux questionnements aussi qui se posent plus finement que simplement savoir où on en est par rapport à notre roadmap. Voilà. Super, merci beaucoup. Et alors, il y a d'autres équipes qui ont été particulièrement mobilisées. C'est l'équipe de sourcing qui, du coup, a dû challenger vos fournisseurs, aller chercher des données. Il y a pas mal de questions qui sont remontées par rapport aux fournisseurs. Ouais. Est-ce que déjà, toi, tu as des commentaires particuliers? Puis ensuite, je vais prendre un peu les questions par rapport à ça. Oui, oui. Alors, ce que je peux témoigner par rapport à ça, c'est que depuis plusieurs années maintenant, Lacoste a élaboré ce qu'on appelle une scorecard qui permet de faire une évaluation de ses fournisseurs. Dans ces scorecards, il y a pas mal de différentes items qui sont abordés. Il y a une partie business, il y a une partie qualité, il y a une partie exécution, enfin voilà, et il y a une partie aussi CSR. Dans cette partie CSR, historiquement, il y avait essentiellement les audits sociaux et environnementaux qui sont réalisés par Lacoste. Et on a rajouté une nouvelle brique dans cette scorecard liée à la performance carbone, performance énergétique de nos fournisseurs. Donc, ça a nécessité un reporting plus spécifique lié à l'énergie qui est consommée par nos fournisseurs, à l'efficacité énergétique de nos fournisseurs pour faire des ratios entre l'énergie qu'ils consomment et ce qu'ils produisent, et également lié à l'empreinte carbone de leurs activités. Et pour mesurer l'empreinte carbone de leurs activités, comment on fait? C'est pour ceux qui connaissent la logique du bilan carbone, c'est un petit peu la même. On prend les énergies, on regarde quels sont les mix énergétiques liés à ces énergies, comment elles ont été fabriquées, on met des facteurs d'émission et ça nous donne le contenu carbone. Ces éléments-là, ces éléments d'appréciation-là, liés à l'énergie et aux émissions carbone, c'est à la base pas dans la culture de nos équipes sourcing d'intégrer ces paramètres-là dans leurs appréciations de la performance, on va dire, globale des fournisseurs. Donc, il a fallu les former, il a fallu les sensibiliser d'abord, les former ensuite, et il a fallu aussi les épauler
les épauler, parce qu'ils n'avaient pas forcément le bon mindset, comme on dit, pour parler de ces questions-là avec les fournisseurs, pour récupérer les données d'une part, mais après pour aller revenir vers eux et les challenger sur ces questions-là, parce que c'est quand même ça la finalité. Hein. On a un parc fournisseur qui bouge peu, donc l'idée c'est de faire progresser ce parc fournisseur, y compris sur sa performance environnementale. Et donc on a recruté des gens en plateforme pour pouvoir les épauler, et des gens qui sont dédiés à ces questions du suivi de la performance environnementale des fournisseurs. Ok, merci beaucoup. Et du coup, il y a pas mal de questions sur comment ont réagi les fournisseurs. Donc déjà, est-ce qu'ils ont été coopératifs pour partager les données, enfin, voilà, comment est-ce qu'ils ont réagi? Et autre question, comment est-ce que vous vous assurez de la véracité des données qui sont partagées? Ouais. Alors, ce sont deux bonnes questions. Je vais commencer par la deuxième. Aujourd'hui, les données qu'on nous renvoie sont du déclaratif. Donc, ces données sont du déclaratif, ça veut dire qu'on les prend avec des pincettes. On a des contrôles de cohérence qui sont faits, qui nous permettent d'identifier, ce qui arrive quand même souvent, c'est s'il y a des erreurs d'unité, s'il y a des valeurs qui sont aberrantes, qui ne sont pas cohérentes avec ce qui a été déclaré l'année précédente, par exemple. Ça, on arrive à les détecter, on arrive à les corriger. Maintenant, s'il y a des erreurs, on va dire, un peu plus fines, enfin, qui se voient moins, en fait, voilà, celle-là, on peut passer à côté. Pour nous, la deuxième étape, c'est de faire vérifier ces données par une tierce partie. Selon un process qui reste à définir. Alors, on a plusieurs pistes pour pouvoir faire ça. Il y a des organismes qui proposent des vérifications des données fournisseurs par tierce partie. Il y a aussi les audits environnementaux qu'on fait. Je l'ai mentionné tout à l'heure, où là, il y a un auditeur qui se rend sur site. Et notre conviction, c'est qu'il faut que quelqu'un se rende sur site à un moment donné pour vérifier vraiment la véracité de ce qui nous est renvoyé. Et on a aussi des initiatives conjointes avec d'autres acteurs de notre secteur. Je pense notamment à ICS, où dans le futur, dans un futur très proche, en fait, ces données d'activité liées à l'énergie, liées à l'efficacité, à la productivité des fournisseurs, en fait, ça va être des données qui vont être récupérées directement par ICS avec tout son écosystème d'auditeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui va aller en s'améliorant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on récupère ces données de la part de nos fournisseurs, on ne les intègre pas directement dans nos évaluations. On fonctionne encore aussi un petit peu avec des SaaS où on a identifié toutes les briques qui étaient nécessaires. On est en train d'améliorer la qualité de ces différentes briques et quand elles seront suffisamment satisfaisantes, clac, c'est là où on les reliera pour avoir quelque chose de satisfaisant de notre point de vue, quoi, de notre point de vue. Et alors la première question, pardon, est-ce que tu peux me la rappeler? C'était sur est-ce qu'ils ont été coopératifs? Ah, voilà, alors ça dépend. Ça dépend. La première réaction, c'est de dire encore un questionnaire. Encore un questionnaire. Mais pourquoi un énième questionnaire? On a déjà répondu à tel acteur, on participe déjà à telle initiative. Pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord ensemble pour nous poser tous la même question et qu'on le fasse une fois et qu'on n'en parle plus? Et voilà. Et c'est une remarque qui est tellement légitime. Qu'on comprend, mais parfaitement. Et en plus, je vais dire, on a conscience aussi, nous, Lacoste, qu'on a besoin de ces données, donc on va les demander. Et en même temps, en mettant en place un process qui vise à aller récupérer les données, en fait, on ne simplifie pas le système, en fait, on le complexifie pour nos fournisseurs. Donc, nous, on attend que ça, d'avoir un système harmonisé, voilà, où les données seront disponibles pour tout le monde. Les fournisseurs les mettront à disposition dans un format de données qui fera que tout le monde pourra aller les chercher avec la confidentialité qu'ils voudront y mettre, ça à la limite, peu importe, mais qu'il y a un protocole en fait, voilà, qu'il y a un protocole pour pouvoir accéder à ces données qui sont essentielles pour nous tous. Nous, on le souhaite, on le souhaite. Donc voilà, donc on a réduit la liste des questions qu'on leur demandait. On a fait aussi pas mal de formations avec eux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur pourquoi on avait besoin, ce qu'on allait en faire, etc., etc. Fut un temps, on leur demandait des questions exclusivement pour les productions qu'ils faisaient pour Lacoste.
Et en fait, on s'est rendu compte que pour eux, c'était un casse-tête absolu de dire ah oui, mais en fait, sur les 100 mégawattheures que j'ai consommés, il y a 10% pour Lacoste, 20% pour etc. C'est impossible, c'est impossible. Donc on a dit ok, on va repartir sur des données plus macro liées à l'activité de l'usine. Et voilà, et donc là, c'est la 3e année qu'on fait ça, et là, on voit que ça y est, ils commencent à avoir l'habitude et que ça devient de plus en plus fluide. Mais clairement, c'est pas facile, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur, clairement. Est-ce que tu peux, on n'a pas du tout parlé de l'aspect économique de la démarche, est-ce que tu peux enfin, on voit que vous avez fait beaucoup de choses pour pouvoir mener cette évaluation. Est-ce que tu peux nous partager des informations sur le coût de la démarche Oui, pour Lacoste? ouais. Alors, déjà, en termes de ressources humaines, c'est à peu près une dizaine de TP qui travaillent autour de la méthode. Alors, je parle en ETP parce que les gens font pas que ça, donc en fait, c'est plus de gens que ça, mais voilà, pour donner une idée du coût humain, en fait, que ça représente. Et donc, les populations concernées, vous avez à peu près un tiers, c'est vraiment des gens de l'IT, des profils IT, qui font de l'intégration de données, qui vont chercher dans les systèmes, qui font en sorte qu'on ait j'ai oublié le terme, des API, voilà, qui vont faire qu'on va récupérer les données au bon endroit, au bon format, etc., etc. Et il faut des gens pour maintenir ces systèmes-là et les interactions entre ces systèmes. Donc, c'est à peu près 3 personnes qui travaillent là-dessus. Vous avez aussi ceux qui vont être plus liés à la partie collecte des données, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, nous, comme je vous disais, on a recruté une personne dédiée par plateforme. Donc, ça rajoute encore 3 personnes. Et puis après, vous avez tous ceux qui vont analyser ces résultats, que ce soit les équipes, moi, les équipes sourcing, les équipes produits, la R&D, etc., etc. Donc, c'est à peu près une dizaine de personnes. Les coûts liés à l'outil maintenant, je pense que c'est important d'en parler aussi, que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Nous, l'outil nous coûte à peu près 150 000 € par an, à peu près. Alors, ça peut sembler. Alors, je ne sais pas si ça semble beaucoup ou pas beaucoup pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, ça coûte, ça a ce coût-là parce qu'on s'est donné une ambition super forte en matière de spécification de nos données. Pour aller récupérer les données, et je vais expliquer que c'est ce qui va être plus compliqué le plus en amont dans notre chaîne de valeur. Donc, on a développé aussi un module de traçabilité où on va reconstituer tous les maillons de la chaîne. On va aussi récupérer pas mal d'informations techniques qui nous intéressent liées à la chaîne de valeur de nos produits. Donc, c'est parce qu'on veut aller vraiment dans le détail du détail que ça coûte autant. Si on avait été sur une approche, on va dire, plus simplifiée, plus générique, avec des données moyennes, etc., le coût de l'outil aurait été divisé par 3, voire par 4. Donc, c'est aussi notre niveau d'ambition et le nombre de références qu'on a qui est très important, qui fait que on atteint le coût que je vous ai évoqué. Voilà. Ok. Merci pour ce partage. Il y a pas mal de questions. Moi, j'en ai juste une dernière. Qu'est-ce que finalement ça vous a amené chez Lacoste de vous lancer dans cette démarche? C'est le cadre commun. Franchement, je l'ai dit déjà, mais c'est le cadre commun parce que quand se pose la question de réduire l'empreinte environnementale de son activité, forcément, il y a plein de sujets qui ressortent, énormément de sujets, dans plein d'endroits différents. Et sans cadre commun, on n'est pas capable de les mettre dans le bon ordre. On n'est pas capable de se donner des priorités. Et on s'est même rendu compte qu'en fait, les priorités, ce qu'on pourrait aussi appeler les leviers d'action, ils n'étaient pas uniformes. En fonction des produits, en fonction des chaînes de valeur, ça ne va pas être les mêmes. C'est-à-dire qu'un même polo fabriqué en Europe et fabriqué en Asie, réduire l'empreinte environnementale de ce même polo, où le consommateur, lui, à la fin, il ne verra pas la différence. En fait, ce n'est pas les mêmes choses qu'il faut faire. Voilà. Ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'il faut faire. Donc, pareil, il y a un sujet aussi qui est hyper important pour la cause. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est celui de la durabilité des produits. Combien de temps vont durer les produits? C'est un élément important pour nous parce que
un élément de différenciation, c'est aussi l'image de marque de Lacoste qui passe par la durabilité. La méthode qu'on a retenue, donc la méthode PEF, donne une part très importante à l'évaluation de la durabilité des produits, via des tests sur les matières, via des tests sur les produits finis. Et il se trouve qu'on s'est aussi donné un objectif en interne lié à la durabilité de nos produits. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour harmoniser une approche, une logique, une méthode. En travaillant sur la CV, on a pu avoir accès à un protocole, alors qui est encore en phase de développement, mais qui nous a permis au moins de lancer les choses. Voilà, de lancer les choses de la manière, alors selon nous, de la plus objective, dans le sens où c'est la dernière méthode disponible. Et puis quand il y en aura une autre approche, quand ce sera révisé, on switchera. C'est ce qu'on fera à chaque fois. Voilà. Donc voilà, harmonisation et puis se donner des priorités en fait. Voilà, se donner des priorités. Une opérationnalisation de notre ambition, en fait, c'est ça, voilà, le terme que je cherchais. C'est que maintenant, chacun sait ce qu'il a à faire dans son métier pour contribuer à l'édifice d'ensemble. Ça, c'est vraiment la méthode qui nous l'a apporté. Ouais. Ok, merci. C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que, enfin, c'est ce que j'essaye de faire passer de façon le plus explicite possible, c'est que ça va vraiment au-delà. C'est-à-dire que vous êtes parti de cette, pour retracer ce que tu nous as dit, pour rembobiner, vous êtes vraiment parti de cet objectif en vous disant il faut qu'on agisse, et derrière, ça vous a permis d'aller détricoter un certain nombre de choses, remettre à plat et décloisonner pour avancer ensemble différemment. Et pareil, dans nos discussions, tu m'avais dit que ça vous amenait même à réfléchir sur votre modèle d'affaires. Et je trouve que c'est intéressant de voir, enfin, je trouve que c'est intéressant pour les participants. Et il y a plein de questions et on va y venir, mais il y a plein de questions très opérationnelles et techniques, mais de prendre un peu cette hauteur qui est que c'est beaucoup plus que de la mesure d'impact. En fait, c'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus et même si oui, la donnée, les fournisseurs, enfin, toutes vos questions techniques, elles ont évidemment leur légitimité, mais derrière, il y a quelque chose de plus ambitieux, de plus grand et qui se passe quand on cherche à mesurer l'impact environnemental des produits. Donc, c'est vrai. Jusqu'à présent, chacun était un peu dans son couloir. Là, on se rend compte qu'il faut qu'on avance tous côte à côte pour faire bouger les lignes. Et puis, c'est toujours pareil, hein, quand on est plusieurs à se poser une question, souvent on trouve des réponses qu'on n'aurait pas trouvées chacun dans son coin. Et tu as raison, c'est vrai, le modèle d'affaires de Lacoste. Aujourd'hui, donc on utilise essentiellement du coton. Nous, c'est 70% des matières premières qu'on utilise pour nos produits. Aujourd'hui, Lacoste se pose la question de développer ses propres filières de coton. Il y a 3 ans, se posait pas du tout. On se posait la question du GOTS il y a 3 ans. Bon, voilà, aujourd'hui, on se pose la question de développer nos propres filières avec des partenariats, avec des coopératives agricoles, etc., etc. Ça c'est très très nouveau. C'est très très nouveau. Ok, alors, donc je rappelle aux participants et participantes que vous pouvez noter, et c'est comme ça que je vais traiter toutes les questions, poser à Steve les questions non traitées. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos petits pouces virtuels. Du coup, il y a des questions sur, tu en as parlé, hein, mais qu'est-ce que vous pensez des projets EcoScore, PEF, au niveau européen et français? Je commence par celle-là. Alors, au niveau européen, donc c'est un travail. Alors, on fait partie, c'est vrai que je l'ai pas dit, on fait partie des membres votants du PEF, Apparel and Footwear, donc on fait partie des marques. Ah, on ne voit plus, on t'entend plus. Tu as appuyé sur ton micro, je pense. C'est bon? Oui, c'est bon. Je n'ai pas fait exprès, désolé. Donc oui, je disais qu'on faisait partie des membres votants du PEF Apparel and Footwear. Donc on participe à la co-construction du référentiel dédié pour les produits habillement et chaussures. Référentiel qui aura vocation à être disponible et déployé au niveau européen. Donc
Il y a effectivement un projet au niveau français, celui d'affichage environnemental qu'on suit avec un horizon beaucoup plus proche en termes de mise en œuvre, puisqu'on nous parle de l'année prochaine, et puis aussi un caractère obligatoire lui, qui est clairement là. Alors, du bon et du moins bon, le bon, nous, le caractère obligatoire, on y est favorable parce que ce qu'on veut, c'est aussi faire la démonstration de toutes les actions qu'on met en place. Là, aujourd'hui, on travaille un peu en arrière-cours, c'est un peu caché tout ce qu'on fait parce qu'on ne communique pas dessus. Enfin, là, vous m'interrogez, donc je vous raconte ce qu'on fait, mais euh, euh, au-delà du rapport développement durable qui sort une fois par an, il n'y a aucun claim sur nos produits, par exemple, sur ces choses-là, pas du tout. Parce qu'on ne va pas être les seuls à le faire, on ne va pas être non plus forcément les premiers à le faire. Donc, s'il y a un cadre obligatoire pour tout le monde, ça c'est très positif. Maintenant, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère de la méthode qui sera définie au niveau français, c'est qu'elle ne sera pas complètement décorrélée de celle qui est en train de se construire au niveau européen. Parce que nous, ce qu'on attend de l'affichage environnemental, c'est que ce ne soit pas juste un élément d'information, c'est que ce soit le moteur de la transition écologique du secteur de la mode. C'est ça l'ambition qu'on veut. Et ça présuppose de ne pas avoir trop de parti pris dans la méthodologie. Je pense à quoi quand je dis ça? Se dire que, par exemple, les matières synthétiques seraient mauvaises par principe. En fait, c'est pas vrai. Des fois oui, des fois non. Se dire que les matières animales, par exemple, seraient, elles, vertueuses par principe. Non, ça dépend. Pareil, sur les secteurs d'activité, le secteur premium, le secteur du luxe, est-ce qu'il serait vertueux par nature? Non, là aussi, c'est pareil, ça dépend. Donc, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que chaque secteur d'activité, chaque filière d'approvisionnement a son boulot à réaliser pour améliorer son empreinte environnementale. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, voilà, ce qu'on espère, et on a rendez-vous d'ailleurs au ministère demain, on le partagera, c'est que la méthodologie qui sera proposée au niveau français permettra d'aller dans ce détail et que ce ne soit pas juste un élément d'information, mais un vecteur de transformation de notre secteur. Voilà. Ok, juste merci beaucoup et juste pour rappel, on a déjà fait des webinaires sur cette question de l'affichage environnemental dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception et on en refera évidemment, on suit ça de près et Refashion est aussi associé à tous ces groupes de travail, bien évidemment. Une autre question sur les stocks dormants. Est-ce que c'est comptabilisé, sachant que l'impact est censé être amoindri car la matière a déjà été produite et comptabilisée sur d'autres productions? Comment est-ce que ça c'est inclus dans le calcul de l'impact? Alors, ça va être un peu technique. Ça va être un petit peu technique. Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière dont on va le faire à terme et il y a la manière dont on le fait aujourd'hui. Donc, à terme, Lacoste, comme beaucoup de marques d'ailleurs, s'est engagé dans une trajectoire de zéro déchet. Donc, tous les matières, ce qu'on appelle les incourants, donc c'est les chutes de fabrication, sont récupérées et on développe des fils de coton recyclés à partir de ces matières. La manière dont sont intégrées ces matières recyclées dans nos évaluations d'ACV aujourd'hui est très basique puisqu'on prend juste le modèle coton recyclé tout simplement qu'on intègre. Donc c'est une approche, on va dire, très simplifiée. Ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fera à terme, c'est l'intégration de la Circular Footprint Formula du PEF qui, elle, va beaucoup plus loin dans la modélisation de la qualité environnementale des matières recyclées puisqu'elle tient compte aussi des taux d'incorporation et du type de matière auquel on se substitue, donc de manière plus fine, là où nous, on fait juste du cut-off pour ceux qui connaissent la méthode. Donc, voilà, donc on développe nos propres matières recyclées, c'est intégré. Je pense qu'on n'a pas tous les bénéfices liés à cette incorporation aujourd'hui avec notre approche simplifiée, mais notre ambition, c'est de le faire à moyen terme. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi des questions sur la
la communication auprès des consommateurs. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez l'intention de communiquer? Est-ce que vous allez attendre la fin de l'expérimentation? Comment est-ce que vous allez faire vérifier vos calculs? Est-ce qu'il y a une revue critique qui est prévue? Alors, on ne communiquera pas sur nos produits sans un cadre réglementaire ou communautaire. Voilà, ou communautaire. Et pour nous, ce cadre ne pourra pas exister s'il n'y a pas une vérification par tierce partie qui soit réalisée. Donc, c'est quelque chose qu'on fera à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on souhaite, puisque, alors certes, ça nous oblige, hein, ça nous oblige tous, mais si ça nous préserve, parce que c'est ce qui donnera de la véracité aux éléments qui sont transmis aux consommateurs. Et donc, si ce qu'on dit est vérifié, ça veut dire que ce que disent nos confrères est vérifié aussi, et ça c'est très bien. Donc, pour le moment, non, pas de vérification par tierce partie. En revanche, écriture de nos procédures, mise en place de règles d'autocontrôle en interne pour le jour où il y aura un auditeur, en fait, lui montrer quelles sont nos procédures. Parce qu'en fait, les auditeurs, c'est ça qu'ils font souvent, hein. Ils vérifient les procédures qui sont en place et puis ils font du picking pour vérifier que les règles soient bien appliquées. Voilà. Donc, on se prépare à ça, mais on ne le fait pas encore. Ok. Il y a pas mal de participants qui voulaient aussi savoir si vous étiez satisfait de l'outil Glimpact. Ah oui, oui, tout à fait. Il nous apporte, il répond à notre besoin. Voilà, il répond à notre besoin. Voilà, après, nos besoins, ils évoluent. Donc, il ne fait pas tout ce qu'on aimerait, cet outil, mais il n'y a aucun outil, de toute façon. Voilà, donc, et puis, moi, j'ai coutume de dire, un outil, intrinsèquement, il n'est pas bon ou mauvais, hein. C'est vraiment la manière dont on l'utilise qui fait qu'il va être utile ou pas. Et pour nous, cet outil est très utile. Comme les matériaux. Et Voilà. Ok. si je peux, en Oui. complément, du coup, une question qui est en lien, que je trouvais intéressante, c'est qui utilise, quels sont les Oui. métiers qui utilisent l'outil Glimpact chez vous? Tu en as rapidement parlé tout à l'heure, Steve, mais si tu pouvais rappeler l'utilisation Ouais. même de l'outil, ça concerne certains métiers. Oui, alors ce sont les équipes produits. Et par équipe produit, on a deux populations dans les équipes produits. On a les équipes merchandising qui définissent la structure de la collection et on a les équipes design qui font des dessins, qui choisissent les matières, etc. Donc ça, c'est pour la partie produit. On a aussi les équipes R&D, je les ai mentionnées tout à l'heure, puisque c'est à partir la première évaluation macro qui est faite par Glimpact, où ils vont identifier certaines familles de matières, certaines typologies de matières sur lesquelles ils vont mener des actions plus tard. Et il faut savoir que nous, alors je dis nous, mais je pense que c'est pareil ailleurs, hein, il y a certaines matières qui sont utilisées dans plusieurs catégories de produits. Donc comme ça, on peut les identifier plus facilement, celles qui vont finalement le plus contribuer à notre empreinte environnementale et les décorréler un petit peu aussi de l'évaluation par product line telle qu'elle est réalisée. Il y a les équipes qualité aussi qui utilisent l'outil pour la partie durabilité, puisqu'il y a un des coefficients qui sont mis dans le cadre de la future méthode du PEF sur la partie durabilité en fonction des tests du scoring qu'on va obtenir sur les tests laboratoires. Voilà, donc ça nous permet aussi de faire des arbitrages parfois entre est-ce que ce produit on va plutôt pousser la durabilité, est-ce que ce produit on va plutôt pousser. Alors, j'enfonce une porte ouverte parce que c'est un questionnement constant, mais des matériaux plus légers, donc moins d'impact parce que moins de matière, mais peut-être moins de résistance. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, l'outil permet de faire de prendre ce genre de décision de façon étayée. Voilà, de façon étayée. Et puis, il y a les équipes, évidemment. Alors, je ne les ai pas mentionnées, s'ils m'entendent, ils vont détester. Les équipes développement durable de Lacoste, l'équipe CSR, évidemment, qui utilisent beaucoup l'outil pour toute la partie reporting. Merci. Ça répond juste, je boucle du coup sur une autre question qui était quelle est la méthode utilisée pour la durabilité des produits? Tu y as répondu du coup, Steve, c'est la méthode PEF, Apparel and Footwear. Le 1.3, ouais. Voilà. Ok. Ensuite, il y a une question sur quel facteur d'émission vous utilisez pour comparer les différents types de textiles, donc fibre animale, végétale, pétrosourcée, recyclée, etc. Sachant que il y a un commentaire qui dit que les bases de données actuelles sont souvent incomplètes à ce niveau-là.
Alors, aujourd'hui, on utilise un patchwork de base de données. Pourquoi un patchwork? Parce que dans les bases, il n'y a pas aujourd'hui une base de données qui permet de refléter la diversité des produits, des process, des matières qu'on a. Donc, on utilise un mix entre la base de données européenne 2.0, donc l'ancienne version, EcoInvent, et puis aussi la base Impact. Voilà. Et avec ce mix, on arrive à reconstituer tous les éléments qui nous intéressent. Maintenant, ça, pour nous, c'est pas satisfaisant du tout. Déjà parce que premièrement, il devrait y avoir une seule source d'information. Ensuite, parce que ces bases de données n'ont pas été à la base conçues pour être, comment dire, fonctionner entre elles. Voilà. Donc, on est en train de travailler pour pouvoir intégrer la future base de données de l'Union européenne, celle qui vient de sortir, la version 3.1 pour ceux qui connaissent, ce qui nous permettra d'harmoniser tout ça et d'avoir une seule et unique base de données. Donc, les facteurs d'émission qu'on utilise sont ceux qui sont utilisés dans ces différentes bases de données d'une part, et pour le calcul final, les facteurs de caractérisation qu'on utilise, on utilise ceux de la méthode PEF tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux citer des exemples de gros changements produits qui ont déjà été induits par la démarche? Tu peux en dire concrètement, je pense, qu'est-ce qui a été changé? Ouais. Alors, on a commencé par ce qui semblait être le plus évident, des choix matières, des choix de matières plus responsables, plus éco-responsables, incorporation de matières recyclées, beaucoup de matières recyclées. Alors, en 2019, quand on a commencé, il n'y avait pas du tout il y avait que des matières, on va dire, conventionnelles chez Lacoste. Aujourd'hui, on a à peu près 35% de coton qui est issu de l'agriculture biologique. On a à peu près aussi, que je ne dise pas de bêtises, un peu plus de 50% de nos matières synthétiques qui sont des matières recyclées. On a aussi des matières recyclées issues de nos propres chutes de fabrication, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la partie coton. C'est à peu près entre 1 et 2% de notre coton qui est issu de notre propre filière de recyclage, on pourrait dire, hein, en boucle fermée. Voilà, donc ça a permis de réduire notre empreinte environnementale de 4% par rapport à 2019. Je rappelle la target, hein, c'est moins 15 à 2025. Donc, on a fait moins 4% sur la partie matière, mais il y a aussi sur la partie manufacturing où on a fait des progrès. Donc, c'est notre chaîne de valeur. C'est là où sont fabriqués les produits et leurs différentes étapes de fabrication, en faisant des choix, on va dire, en intégrant le rating fournisseur et la performance environnementale. On a aussi pu orienter un certain nombre de choix qui nous ont permis d'aller faire développer nos produits chez des fournisseurs qui avaient une empreinte carbone meilleure ou réduite par rapport à celle qu'on pouvait avoir en 2019. Et donc là aussi, on a permis de réduire notre empreinte de 4%. Donc, moins 4 sur les matières, moins 4 sur la chaîne de fabrication, ce qui nous fait moins 8. Voilà. Aujourd'hui, on est à moins 8 par rapport au moins 15. On a fait la moitié du chemin, quoi. Voilà, on a fait la moitié du chemin. Et on voit que sur la partie matière, on commence à arriver un peu au bout de ce qu'on pouvait faire facilement. Reste maintenant la partie sur laquelle on va se concentrer le plus, c'est nos chaînes de fabrication. C'est la plus ambitieuse, parce que c'est quand même là que sont l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est l'énergie qu'on consomme. Mais voilà, la diversité, la dispersion de cette empreinte est tellement vaste que c'est hyper engageant, hyper ambitieux et très structurant pour nous aussi dans notre manière de fonctionner avec nos fournisseurs, de nous y attaquer. Ok. Merci. Moi, j'avais une question que j'ai vu pas mal revenir aussi pour mettre au clair peut-être les critères d'impact qui sont étudiés. Comme tu as beaucoup parlé de score carbone en introduction. Il y avait quelques questions là sur les critères que vous étudiez aujourd'hui. Ouais, très bonne question. Alors, il y a les engagements qu'on a pris sont sur le carbone.
les engagements en externe, le moins 40% à 2030, le point de passage à 2025, c'est sur le carbone. Maintenant, nous, la méthode d'ACV qu'on a retenue pour pouvoir monitorer l'empreinte environnementale de notre chaîne de valeur, c'est la méthode PEF. La méthode PEF, elle propose 16 indicateurs, plus un 17e, on peut dire, qui est un indicateur agrégé, qui n'est pas vraiment un indicateur en tant que tel, mais qui est un indicateur agrégé. Parmi les 16 indicateurs, donc on va retrouver le carbone. On va retrouver aussi un autre indicateur qui est important pour nous, c'est la partie liée à l'usage de l'eau dans notre chaîne de valeur. Donc, en fait, c'est vrai que quand je parle parfois de carbone, parfois d'empreinte environnementale, mais en fait, on suit tout ça. On suit à la fois l'empreinte environnementale en micropoints, donc l'indicateur agrégé. On la suit également en carbone parce que c'est sur le carbone qu'on a pris nos engagements, et on la suit également sur la partie eau, consommation d'eau, parce que la consommation d'eau, quand on est une entreprise qui utilise plus de 70% de coton, c'est un gros driver de notre empreinte environnementale. Voilà. Mais l'intérêt de la méthode PEF, c'est qu'elle a aussi un autre intérêt de la méthode PEF, c'est qu'au-delà de l'indicateur agrégé en micropoints, qui est bien pour des décideurs qui sont pas des gens trop dans la technique, des scientifiques, voilà, eux, ils veulent savoir est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir. Voilà, donc le micropoint fait bien le job de ce point de vue-là. Et après, pour les ingénieurs, les gens plus techniques qui vont vouloir aller dans le détail, et ben, de pouvoir aller dans le détail justement des différentes sous-catégories d'impact, c'est parfois très utile. C'est même souvent très utile. Voilà. Et là, on peut faire les deux. Ok. Il y a aussi une question sur comment vous faites pour modéliser les alternatives que vous mettez en place, sachant que la difficulté aujourd'hui, c'est que pas mal de ces alternatives, par exemple, les nouvelles matières, ne sont pas disponibles dans les bases de données existantes. Ça, vous avez trouvé une solution pour ça? Alors, oui. Alors ça, on le fait plutôt dans un cadre R&D. Donc, c'est des études, des analyses qu'on qualifie même entre nous de pilotes. Donc, on ne les intègre pas dans l'évaluation générale de nos produits, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qu'on fait à part. Et dans ce cadre-là, on fait des mini ACV. On sort du cadre stricto sensu où tout est balisé pour un produit, et on part de la feuille blanche. On va mobiliser, on va solliciter, interpeller les fournisseurs de ces différentes matières pour récupérer des données spécifiques et nous faire notre propre opinion sur la qualité environnementale de leurs produits sur la base des données qu'ils pourraient nous proposer, sachant que il n'y a pas forcément besoin de faire comme ça tout le temps, puisque de plus en plus de fournisseurs de matières aujourd'hui font leurs propres analyses de cycle de vie. Donc, ils mettent à disposition des informations, des éléments, et comme on commence à avoir l'habitude, on ne prend pas forcément toujours pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, on challenge aussi ce qui nous est donné, et en fonction des réponses apportées, on voit quand ça tient la route ou quand ça tient moins la route, quoi. Voilà. Donc, comment on fait pour répondre à cette question? C'est du cas par cas, et ça se fait avec le fournisseur, en fait, qui propose cette matière alternative. C'est finalement à lui de démontrer la qualité environnementale de sa matière. Ok, merci. On va prendre peut-être encore une ou deux questions. J'ai vu une question qui avait pas mal de likes et que je pense qu'on n'a pas trop abordé jusqu'ici, qui me semble intéressante. Avez-vous un outil pour centraliser la collecte et le stockage de toutes ces données? Tu parlais des équipes IT tout à l'heure, notamment. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Non, pas encore. Pas encore. On y travaille, mais en fait, aujourd'hui, on a plusieurs outils. En fait, c'est nos systèmes d'info de base. Donc, il y a la partie produit avec notre PLM, il y a la partie ordre de fabrication, volume, fournisseur avec notre, je dis comment ça s'appelle, le logiciel, l'outil qui sert à la gestion, l'ERP, voilà, à la gestion des commandes. On a aussi notre portail fournisseur qui nous apporte des éléments d'information. On a nos campagnes de reporting annuelles qu'on fait
à chaque fin d'année où on va aller solliciter nos fournisseurs et leurs sous-traitants pour récupérer des données d'activité liées au fonctionnement de leurs outils industriels. Donc, la collecte des données, elle se fait à différents endroits en fait, parce que c'est pas les mêmes objets qui sont récupérés. Et après, tout est consolidé et intégré dans notre outil. Et donc il y a pas un outil intermédiaire qui consolide tout ça, mais c'est une chose à laquelle on est en train de réfléchir. C'est une chose à laquelle on est en train de réfléchir, notamment quand on réfléchit, on se projette vers l'avenir et on se dit, quand des auditeurs vont venir et qui vont vouloir vérifier ce qu'on fait, si on leur dit, bah, il y a un bout de c'est là, il y a un bout c'est là, il y a un bout c'est là, ils ne vont pas s'en sortir. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, que tout soit consolidé à un seul endroit, ça pourrait être utile, mais c'est pas un travail qui est engagé pour le moment. Ok. Pour finir, moi, il y a une question qui n'a pas eu beaucoup de likes, mais qui me semble très importante. C'est est-ce que vos designers continuent à s'éclater en termes de créativité? C'est la question du plaisir. On a parlé beaucoup de mesures. J'aimerais qu'on conclue avec cet aspect-là. Alors, je ne suis pas designer moi-même, donc il faudrait poser la question à eux. Toujours est-il, c'est que nos designers, on ne les anime pas sur ce sujet comme je viens de vous le présenter là. Hein. C'est que c'est plutôt sur une logique de créativité, d'inspiration. Ce qu'il faut savoir, c'est que les designers, ce sont des gens qui sont dans l'air du temps et qui sont, je pense, c'est mon avis, mais plus sensibles que la moyenne des personnes sur ces questions-là. Les designers, eux, ils pensent les produits qui vont être sur le marché dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, ils sont hyper sensibles à ces questions. C'est une source d'inspiration pour eux. Et c'est aussi, je pense, mais ça, encore une fois, il faudrait leur demander à eux, satisfaisant pour eux de savoir qu'une fois qu'ils ont fait un dessin, derrière, les équipes vont faire tout ce qu'elles peuvent pour que ce dessin, quand il deviendra un produit, cela aura été fait de la manière la plus raisonnée possible, ou en tout cas avec une intention d'aller vers quelque chose qui soit le plus raisonné possible. Ça n'aurait pas de sens de se dire ah bah on va mettre de la matière recyclée pour un produit qui va être fabriqué, je sais pas, dans une chaîne de fabrication hyper carbonée où on va utiliser du charbon, de ceci, de cela. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc je pense que pour eux, c'est satisfaisant de savoir que la partie matière qui les concerne directement, il y a une continuité derrière aussi sur la partie fabrication et même pas que fabrication, aussi durabilité du produit, une attention qui est portée sur la qualité de la réalisation qui va être proposée, de la confection qui va être réalisée par le fournisseur. Je pense aussi que c'est important pour eux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Steve. L'heure est évidemment très vite tournée. Je vais laisser la parole à Maud. Merci pour son intervention. On va clôturer le webinaire. Adèle, je te laisse le mot de la fin. Avec plaisir, je réitère les remerciements pour Steve avec son témoignage très opérationnel et toutes les questions très pratiques auxquelles tu as répondu. Je pense que ça a éclairé pas mal de nos participants. Beaucoup de questions. On a, je pense, répondu à nombreuses d'entre elles. Je voulais vous rappeler qu'il y a un questionnaire de satisfaction dont le lien vient d'être partagé dans le chat. C'est très important pour nous, bien évidemment. C'est comme ça qu'on améliore nos différents contenus et formats de tous nos rendez-vous de l'éco-conception. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour répondre à nos quelques questions. Je vois beaucoup de remerciements qui te sont, je pense, destinés, Steve, pour ton témoignage. En termes d'outils, on souhaite quand même vous partager quelques outils qui existent. Pour rappel, Rich Fashion a développé la plateforme EcoDesign, qui est un centre de ressources en éco-conception avec
de la bibliographie, des fiches pratiques, des fiches synthétiques. Steve a d'ailleurs beaucoup contribué à la création de cette plateforme, donc merci. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Sur cette plateforme, vous retrouvez notamment une anti-sèche sur l'analyse du cycle de vie avec quelques études de cas de produits. Il y a dans la bibliographie des études de l'ADEME, notamment sur la modélisation de produits textiles et l'analyse du cycle de vie. Donc, beaucoup de contenu à retrouver sur cet outil si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, en mot de la fin, vous rappelez que le questionnaire de satisfaction est à remplir, qu'il y aura un replay. Vous remercier pour votre temps aujourd'hui. Et puis à bientôt sur un prochain rendez-vous de l'éco-conception. Bonne journée à tous et à toutes. Merci Beaucoup. pour votre invitation et votre écoute. Au revoir.